Salut tout le monde, je m'appelle Ayan Davis. Je suis l'un des techniciens de support principaux ici chez GeoQ. Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième journée de notre atelier en présentiel qui portera sur le traitement des données et les livrables. Si à un moment donné je vais un peu trop vite ou trop lentement ou si je vous perds, n'hésitez pas à m'arrêter. Cette formation s'adresse aux personnes présentes dans cette salle et à celles qui regardent cette vidéo. Alors, vous savez, je veux m'assurer que vous arrivez à me suivre. Pour un aperçu général de notre programme d'aujourd'hui, nous allons passer en revue tout le flux de travail de traitement des données TrueView. Nous passerons ensuite au post-traitement, ce qui inclut l'outil d'alignement de bande dont on a parlé hier, le nettoyage et la préparation de nos données, la classification du sol, l'estimation de la précision, les livrables, et nous parlerons du Cloud LP360. Tout d'abord, concernant le chemin d'accès de vos fichiers, il y a quelques points très importants à garder à l'esprit. Premièrement, n'utilisez jamais d'emplacement de stockage cloud pour votre installation ou le traitement de vos projets actifs. Si vous utilisez quelque chose comme OneDrive ou du même genre, cela peut verrouiller les fichiers pendant la synchronisation et vous empêcher de traiter les données. Il est donc préférable que vos données soient stockées localement sur votre machine si vous êtes en train de les traiter. Le stockage à long terme peut tout à fait se faire dans le cloud. Il y a aussi une limite de 200 caractères pour LP360. Ce n'est pas une limitation de LP360, c'est une limitation de Windows. Gardez donc cela à l'esprit. Essayez de garder vos chemins d'accès aussi courts et simples que possible. Je vous recommande aussi vivement d'éviter d'utiliser des caractères spéciaux ou des espaces dans vos chemins de fichiers. Les espaces et les caractères spéciaux peuvent causer des problèmes lors du traitement, alors n'oubliez pas cela. On veut s'en tenir aux chiffres, aux lettres, aux tirets bas et aux tirets. De plus, si vous utilisez un périphérique de stockage portable ou un stockage réseau sur une longue période, assurez-vous de vérifier leurs performances car elles peuvent se dégrader avec le temps. Les disques durs mécaniques ont des performances médiocres pendant le traitement des données, mais ils sont tout à fait acceptables pour votre stockage à long terme. Gardez juste ça en tête. Nous vous recommandons fortement de vous procurer un SSD rapide pour un traitement de données optimisé si vous n'en avez pas déjà un. Maintenant, pour avoir un aperçu général de notre flux de travail, nous avons ce joli petit graphique ici qui nous emmène de la collecte des données jusqu'à nos livrables de produits. Donc, bien sûr, hier, nous avons parlé de la vérification sur le terrain de nos données, puis nous sommes passés aux étapes de post-traitement TrueView. C'est là que nous avons créé ces lignes de vol, généré notre nuage de points, fait notre trajectoire, effectué l'alignement des bandes pour affiner ce nuage de points, puis nous avons fait notre estimation de précision. Maintenant, le nettoyage, la préparation et la classification du sol jusqu'à l'estimation de la précision peuvent être en quelque sorte interchangeables. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce format strict pour ces trois étapes. Elles dépendent de vos besoins spécifiques et de votre terrain particulier. Maintenant, par exemple, si vous avez des objets verticaux près de vos cibles, comme de l'herbe, un véhicule ou des gens à côté, tout ce qui peut être capté dans votre nuage de points, faites d'abord votre classification du sol, avant l'estimation de la précision. Si de tels objets ne sont pas détectés autour de vos cibles, vous pouvez estimer la précision avant la classification du sol. Donc, si vous devez effectuer un débiaisage ou autre, vous pouvez le faire avant cette classification. Une fois que vous avez vérifié que votre nuage de points est classé comme voulu et conforme à vos normes, passez à la génération du produit, qui peut être le fichier LAS lui-même, un LandXML, un MNT, des courbes de niveau et bien plus. Oui. Par quoi on commence? Hier, nous avons aussi parlé de notre archive de cycle. Hier, nous avons vu comment créer un emplacement d'archive. Par souci de répétition, je vais le refaire aujourd'hui, mais vous pouvez sauter cette étape si vous le souhaitez. Mais cela sert de sauvegarde de données fonctionnelles car non seulement cela utilise Robocopy qui vérifie l'intégrité avant et après le transfert, mais cela va aussi zipper le fichier pour qu'il prenne moins de place et pour aider à prévenir toute corruption ultérieure. Pour notre assistant d'importation, hier nous avons vu comment inclure des fichiers auxiliaires qui sont facultatifs. Ils n'ont aucun impact sur nos données. Nous avons regardé comment inclure ces stations de base. Nous avons vérifié le système
de coordonnées du projet, aussi appelé SRS ou CRS, et vous pouvez importer plusieurs vols en même temps. Encore une fois, nous reverrons tout cela aujourd'hui, comme hier, pour répéter et s'assurer que les données sont bien groupées. Comme on l'a dit hier, il y a 3 paramètres pour créer vos lignes de vol. Ce sera votre longueur minimale, votre rayon de virage et votre écart maximal. Maintenant, la longueur minimale sera la plus courte, longueur souhaitée pour votre ligne de vol la plus courte. Cela peut être mesuré dans LP 360 avant de lancer cet outil. Le rayon de virage va en fait rogner les virages qui ont été détectés. Vous pouvez l'augmenter pour compenser les virages larges observés pendant le vol. Et votre écart maximal signifie que si votre ligne dévie en haut, bas, gauche ou droite du nombre d'unités spécifiées, elle sera coupée. On voit ça souvent quand on suit le terrain ou autre, donc vous voudrez sûrement augmenter ce nombre pour ce type de mission. Sur la deuxième page de ce dialogue se trouve le mode édition. Le mode édition active automatiquement votre outil de sélection et enregistrera toutes les modifications effectuées tant que ce dialogue est ouvert. Maintenant, pour supprimer les lignes, comme nous l'avons vu hier, vous pouvez simplement les sélectionner puis utiliser les touches de votre clavier, supprimer et entrer, pour les retirer assez rapidement. Et puis, vous pouvez aussi activer vos points de trajectoire associés à ces lignes de vol et les créer manuellement à votre guise. Notre prochaine étape, nous avons utilisé le traitement des capteurs hier. Cela regroupe à la fois le traitement de trajectoire et le géocodage dans un seul dialogue et vous permet de configurer les paramètres pour plusieurs cycles à la fois et de les soumettre tous. Vous avez besoin de la licence illimitée pour pouvoir effectuer un traitement multicycle dans cette fonction, alors gardez cela à l'esprit. Mais si vous n'avez qu'un seul vol, vous êtes également les bienvenus pour utiliser ces outils séparés. Ils fonctionneront tous de la même manière. Vous devrez simplement les faire un par un si vous utilisez les outils séparés. Pour parler un peu de notre traitement de trajectoire, il y a quelques différences pour certaines des charges utiles. Elles peuvent donc utiliser soit le processeur Applanix, le CHCNAV ou le TrueNav selon votre type de charge utile. Et nous avons des références pour tous les guides de révision des rapports de trajectoire que nous avons disponibles en ligne. Maintenant, pour vos charges utiles, vous avez l'option de les exécuter localement ou via le cloud selon la configuration de votre matériel. D'accord. Donc, chaque fois que vous achetez une unité TrueView, cette information vous est fournie au moment de l'achat et par email. De plus, nous avons certains services payants qui peuvent servir d'alternative ou de sauvegarde pour votre traitement de base unique. Si par exemple votre base unique a été corrompue ou si peut-être elle n'a pas enregistré pendant toute la durée, quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser soit SmartBase, soit PPRTX. Encore une fois, ce sont des services payants. Ils nécessitent des points LP 360 qui peuvent être achetés via le portail à tout moment. Le SmartBase fonctionne à partir du réseau Corse, alors gardez cela à l'esprit. Si vous êtes dans une zone très rurale qui n'a pas de réseau Coerce à proximité, vous voudrez peut-être utiliser PPRTX au lieu de SmartBase pour garantir la couverture. Maintenant, pour le traitement de base unique, il est crucial que le cadre utilisé pour collecter votre station de base soit le cadre utilisé pour votre projet et qu'il corresponde aux unités. Si ce n'est pas respecté, vous pourriez remarquer que vos données apparaissent à un endroit différent ou il peut sembler que la hauteur est fausse, des choses comme ça. Alors, assurez-vous de bien vérifier cela. Encore une fois, nous avons ces liens ici pour les différents types de rapports qui peuvent être consultés. Et aujourd'hui, nous allons examiner le rapport Applanix. Concernant le géocodage, il y a quelques paramètres ici dont nous avons parlé hier. Alors, tout d'abord, l'angle de coupe. Nous recommandons généralement environ 40 degrés pour la plupart des unités TrueView. Cependant, il y a des exceptions selon le scanner, comme le 540. À cause de la caméra unique, elle ne peut coloriser qu'environ 70 degrés sous le nadir. Nous recommandons donc généralement de régler environ 35 degrés ici. Même si vous pouvez l'augmenter pour compenser de mauvais angles d'incidence, elle finira par ne plus pouvoir coloriser ces points et vous pourriez remarquer qu'ils sont blancs ou quelque chose comme ça. Gardez donc cela à l'esprit et assurez-vous de vérifier le champ de vision de votre caméra et du lidar sur votre charge utile pour comprendre de combien vous pouvez augmenter cet angle.
La plage de coupe est une mesure radiale à partir de n'importe quel emplacement du capteur à un moment donné qui peut aider à empêcher le géocodage du bruit. Par exemple, pendant votre vol, si vous passez près d'un nuage d'insectes ou peut-être d'un oiseau ou autre chose à quelques mètres de votre drone. Vous pourriez spécifier la distance minimale qu'un point doit avoir par rapport à votre drone. Dans ce cas, il semble que ce soit 3 mètres. Il ne géocodera rien de ce qui se trouve à moins de ces 3 mètres du drone à tout moment pendant le vol. Idem pour la distance maximale. Si vous remarquez des points bien en dessous de votre surface, vous pourriez y ajouter une portée maximale. Tous les points détectés plus loin que, dans ce cas, 75 mètres du drone ne seront pas géocodés. TrueTrack aide à compenser les problèmes de tangage et de roulis, donc les problèmes dynamiques qui peuvent survenir pendant le vol. Nous vous recommandons donc vivement de toujours laisser cette option activée. De plus, vous avez l'option de coloriser. Si vous voulez que le traitement aille un peu plus vite, vous pouvez désactiver cela. Il existe un outil entièrement séparé pour la colorisation. Idem pour la mise à jour des balises EXIF, même si nous recommandons de toujours laisser cela activé. Si, par exemple, les photos n'ont pas d'importance pour vous, vous pouvez désactiver cela et laisser le géocodage aller un peu plus vite. Passons à nos étapes de post-traitement. C'est là que nous commençons à affiner notre nuage de points, et cela se fera via ce qu'on appelle Strip Align. Cela nécessite sa propre licence séparée. Il y a donc une licence Strip Align. Il existe aussi une ancienne licence appelée Strip Adjustment qui activera également cet outil, et le but de cet outil est de supprimer toute incohérence dans la trajectoire de votre vol. Cela peut être observé entre différentes lignes de vol ou entre différents cycles. Il peut être exécuté sur plusieurs. C'est entièrement automatique avec quelques paramètres limités ici. Par exemple, vous pouvez désactiver ou activer vos balises, EXIF et la colorisation. Je recommande d'activer ces deux options lorsque vous effectuez ces corrections. Ainsi, vos photos seront aussi corrigées pour une utilisation ultérieure. Ensuite, vous pouvez spécifier si vous voulez traiter un petit ou un grand désalignement. Le petit désalignement est destiné aux erreurs qui font 10 cm ou moins. Le grand désalignement, quant à lui, concerne toutes les erreurs de 10 cm ou plus entre vos lignes de vol. Maintenant, si vous décidez d'utiliser cet outil sur plusieurs cycles, il faut que ces cycles soient contigus et qu'ils se chevauchent légèrement. Si ces paramètres ne sont pas respectés, l'outil ne fonctionnera pas. Ce sera un échec. D'accord. Nous avons vu un exemple de ce à quoi cela ressemble hier. En voici un autre juste ici devant nous. Ces couleurs que vous voyez sont en fait basées sur les différentes lignes de vol. Leurs identifiants sont appelés points source ED et on voit qu'elles semblent s'empiler. On ne voit pas toutes ces couleurs se mélanger. C'est ainsi que nous savons qu'il y a une séparation, une incohérence dans notre trajectoire qui doit être résolue. Sur cette seconde image, on voit qu'elles se sont pratiquement emboîtées. Strip Align a pu détecter et corriger cette incohérence pour générer un nouveau nuage de points avec une arête de bâtiment bien mieux définie. La précision de surface est un autre moyen d'évaluer si vous devez utiliser cet outil. Par exemple, ici, nous utilisions la vue de profil, mais la précision de surface permet d'analyser tout le nuage de points. Maintenant, la précision de surface est conçue pour être une évaluation robuste et automatisée de la précision ou du bruit sur les surfaces lisses du nuage. On peut aussi définir cela comme le flou de votre nuage de points. Cet outil suit précisément la définition de l'ASPRS en ce qui concerne la précision de surface, c'est-à-dire la capacité d'un système LIDAR à détecter des surfaces dures et planes. En zone rurale, avec beaucoup de végétation, ces zones seront marquées en rouge car le mouvement dynamique des plantes, dû au vent lors de la collecte, crée toujours un certain niveau de flou. Mais cet outil permet d'activer l'option surface plane uniquement afin d'ignorer les zones de végétation détectées. Maintenant, cet outil peut être activé par plusieurs types de licences. Par exemple, si vous avez Strip Alignment ou l'ancien outil Strip Adjustment, vous y aurez également accès. Pour les autres utilisateurs, il est possible de l'activer via notre outil de Business Intelligence. La Business Intelligence inclut aussi l'extraction de lignes électriques, de rails, de bâtiments et bien plus encore. Maintenant, en gros, ce que cela génère est un raster basé sur un seuil de réussite ou d'échec que vous pouvez spécifier. Nous avons plusieurs réglages par défaut, mais il y a aussi une option personnalisée, et nous verrons cela un peu plus tard aujourd'hui.
En plus d'évaluer si vous devez effectuer un alignement de bande ou non, vous pouvez aussi utiliser ce même outil pour évaluer la continuité de votre surface au sol après avoir effectué la classification. Cela peut donc vous aider à identifier les zones où un faible bruit ou quelque chose de similaire aurait pu être inclus dans la surface du sol. Nous avons donc quelques réglages ici. Je ne vais pas vraiment m'y attarder, mais je vais parler des résultats que nous voyons. Car n'oubliez pas, vous recevrez une copie de ce PowerPoint à la fin de notre atelier. Vous pourrez donc toujours revenir et utiliser ces paramètres si vous le souhaitez. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est avant et après l'alignement des bandes. Ici, nous regardons une autoroute ou une sorte de route et on voit qu'il y a beaucoup de rouge le long de ses bords extérieurs. Il semble que nous ayons utilisé un seuil de 2 cm, je crois. Ainsi, toute surface détectée avec un flou supérieur à 2 cm a été colorée en jaune, et si c'est le double, elle est colorée en rouge. C'est ainsi que nous savons que ces zones ne sont pas très alignées ni très affinées, n'est-ce pas? Sur notre deuxième image ici, après l'alignement des bandes, vous voyez que cela a vraiment nettoyé ces zones. Elles se situent désormais toutes dans le seuil que nous avons fixé, ces 2 cm, c'est donc ce que nous voulions voir. Nous aurons un nuage de points bien plus affiné et précis, mais il faut aussi noter ceci, là-haut. Si vous regardez dans le coin supérieur gauche de cette image, il y a du rouge dans les deux. Il s'agit probablement d'une sorte de zone végétalisée. Et encore une fois, cela paraîtra presque toujours flou pour notre algorithme car il y a un mouvement dynamique là où il y a de la végétation. D'accord. Nous avons aussi un lien ici en bas que vous pouvez consulter à tout moment pour modifier ces paramètres selon vos besoins si vous ne souhaitez pas utiliser ceux listés ici lors de futures évaluations. Maintenant, le nettoyage et la préparation de notre nuage de points incluent la suppression du bruit et d'autres objets, et cela se fait via ce qu'on appelle une tâche de nuage de points. À l'origine, une tâche de nuage de points s'activait sur la table des matières située en bas. Elle a maintenant été déplacée vers un ruban d'exécution très convivial. C'est ce que vous voyez ici. L'ouverture du gestionnaire PCT vous permet de voir non seulement les réglages par défaut, mais aussi d'ajouter, supprimer, importer, exporter et renommer les outils dont vous disposez déjà. Il existe 2 types distincts de tâches. Il y aura votre filtre qui va soit classifier, soit modifier la classification de vos points. C'est donc ce qu'on utilisera plus tard aujourd'hui pour notre classification du sol, mais ça peut servir pour d'autres. Et puis nous avons aussi les PCT de type extracteur. Encore une fois, PCT est juste l'abréviation de tâche de nuage de points. Alors, les types d'extracteurs peuvent inclure les lignes électriques, les rails et les bâtiments, entre autres. On a un article ici qui passe en revue tous les différents types de tâches qui sont à votre disposition. On va aussi parler de plusieurs qu'on utilise durant la formation et qui sont courantes pour les charges utiles de drones. Alors, la première ici sera notre PCT de lissage. D'accord, le lissage est un moyen de réduire le bruit ou le flou de votre nuage de points. D'accord, c'est donc destiné aux jeux de données qui sont très denses et très bruités. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne supprime aucun des points de votre nuage de points. Il identifie en fait la moyenne des données elles-mêmes et compresse ces points autour de cette moyenne. Donc statistiquement, vos données restent au même endroit. Ça permet aussi de préserver les éléments hors sol et ça fait un travail fantastique pour la surface du sol. Cependant, si vous êtes dans un endroit avec de l'herbe dense ou une végétation épaisse, cela peut avoir un impact sur votre surface au sol à cause d'un concept appelé zone morte. Une zone morte, c'est quand l'herbe est si épaisse, si dense, que quand le laser frappe le haut et pénètre jusqu'au sol, l'algorithme ne peut pas faire la différence entre les deux, donc il peut les compresser ensemble et décaler votre sol. La plupart du temps, ce seront des décalages très mineurs, mais c'est à garder en tête en zone très rurale ou si vous travaillez dans des champs agricoles. La prochaine PCT dont on va parler est celle appelée le filtre de bruit bas ou isolé. Cela aide à identifier les points qui tombent largement au-dessus ou en dessous de notre surface. Ça peut être dû aux oiseaux, insectes, reflets sur l'eau ou reflets sur un toit en tôle. Tous ces autres objets peuvent créer ces anomalies dans nos données que nous aimerions supprimer.
C'est notre première étape, mais si vous voulez un outil plus robuste, utilisez le classificateur d'aberration. C'est en fait un outil situé dans le ruban de classification et il aide à identifier et supprimer les aberrations majeures de votre nuage de points. C'est donc très utile pour l'extraction d'entités et pour ce concept qu'on appelle trou vers l'enfer. Il s'agit d'un point qui tombe bien en dessous de votre surface et qui n'a peut-être pas été identifié par l'un de nos classificateurs. Et quand vous effectuez votre classification du sol, cela crée en fait comme cette forme de cône dans votre surface au sol. On dirait donc que ça tombe tout simplement dans l'oubli. Cela aide à supprimer cela avant d'arriver à l'étape de classification du sol. Maintenant, nous avons quelques paramètres recommandés ici. Encore une fois, je ne vais pas vraiment les approfondir lors de notre présentation aujourd'hui. Je pourrais, vous savez, aller un peu plus en détail pendant l'exercice lui-même. Mais vous pouvez toujours revenir et revoir cela à tout moment. Passons à notre classification du sol. Une fois que notre bruit a été supprimé, il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de vos données LIDAR pour savoir comment notre classification du sol est possible, et c'est ce concept d'écho-LIDAR. Ce sont essentiellement des échos de votre laser. Lorsqu'il est émis par votre capteur, il va frapper plusieurs objets le long de son trajet jusqu'à ce qu'il frappe une surface plane qu'il ne peut pas pénétrer. Il ne pénètre donc pas à travers nos branches ici. Vous pouvez l'imaginer un peu comme une lampe de poche. Il ne frappe pas votre premier objet pour s'arrêter. Il va continuer à briller jusqu'à ce qu'il frappe quelque chose qu'il ne peut pas traverser. Ce sera donc généralement votre sol ou un toit ou quelque chose comme ça. Nous sommes donc en mesure de prendre ces informations et de restreindre notre classification du sol aux derniers échos ou aux échos uniques afin de pouvoir identifier uniquement les objets qui ont été frappés et qui n'ont pas pu être traversés. Ceci est utilisé dans notre premier PCT ici. Ce sont donc les valeurs par défaut dont nous parlons aujourd'hui. C'est le nom du PCT là-dedans. Mais le type de tâche pour notre tâche de création de surface de départ est la classification par statistique. Il va donc examiner vos données sous forme de grille. Vous allez spécifier une certaine taille de cellule que vous aimeriez utiliser et il va chercher le dernier écho le plus bas et le classer comme un point au sol. Cela vous aide à démarrer ce processus de classification, mais si vous avez du bruit, cela peut très facilement être détecté à cette étape. Et il est également important de prendre en considération la taille de votre bâtiment. Donc si vous êtes dans un endroit comme un quartier ou quelque chose comme ça avec beaucoup de bâtiments de la même taille, vous pouvez imaginer ceci juste ici comme un bâtiment. Si la taille de notre cellule n'est pas assez grande pour déborder sur le côté du bâtiment, nous finirons par avoir des points dessus. Par exemple, ici, nous avons 1, 2, 3 cellules qui tombent uniquement sur le toit de notre bâtiment. Nous avons donc au moins 3 points qui doivent être supprimés, sinon ils seront inclus dans notre surface au sol. D'accord. Notre prochaine étape après avoir classé ces points de départ est d'effectuer des itérations. Il s'agit d'un type de tâche de filtrage au sol par TIN adaptatif. Cela va donc prendre vos points de départ, c'est ce que vous allez voir en rouge ici, et cela va regarder à une certaine distance selon un certain angle et saisir tous les points qui tombent dans cette zone pour les classer comme sol. Il va ensuite répéter cela, il va regarder ces nouveaux points ici à une certaine distance selon un angle et saisir ces points. Et il s'exécutera pour le nombre d'itérations qui aura été spécifié. Nous avons quelques recommandations ici sur cette page concernant certains paramètres généraux, mais nous travaillerons à les modifier un peu plus tard sur la façon d'identifier ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos projets en fonction de votre terrain. Une fois que cela a été fait, vous pouvez passer au processus de nettoyage du sol. Nous avons 2 fonctionnalités différentes pour cela. La première va être l'outil de nettoyage du sol. Il s'agit ici d'un outil entièrement automatique. Vous pouvez soit faire une classification manuelle ou vous pouvez réellement sélectionner les points que vous souhaitez classer comme sol. Vous pouvez également choisir de supprimer tous les points qui pourraient être inexacts. Puis vous pouvez aussi faire le nettoyage du sol assisté. Cela signifie donc que vous pouvez sélectionner un mode de nettoyage. Vous pouvez l'exécuter sur une petite zone seulement, ce que je recommande si vous testez ces résultats, ou vous pouvez l'exécuter sur l'ensemble de votre nuage de points.
Maintenant, nous recommandons fortement de commencer par le mode normal, puis d'augmenter dans les zones à pente plus raide, surtout s'il y a des objets verticaux, donc de la végétation, des voitures, des choses de ce genre, car si vous passez directement à nos fonctions plus agressives, elles pourraient finir par surclasser. Commencez donc par le mode normal, puis progressez. Maintenant, quelque chose d'incroyablement utile, si vous décidez d'utiliser la version PCT de cet outil, c'est qu'il vous permet en fait de sélectionner de nouveaux points de départ pour l'exécuter. Et je montrerai cela dans notre exercice plus tard. Donc, si vous travaillez à classer sous la canopée ou le long d'enrochement ou quoi que ce soit de ce genre, le PCT vous sera très utile. Et encore une fois, nous aborderons cela plus tard dans notre exercice d'aujourd'hui. Une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite exécuter l'outil de précision de surface, comme je l'ai mentionné plus tôt. Il peut être utilisé pour évaluer la continuité de votre sol, identifier tout endroit qui pourrait être flou, donc peut-être là où il pourrait y avoir de l'herbe incluse que vous devez aller nettoyer, ou s'il y a du bruit qui a été capté dans la surface de votre sol. Cet outil vous aidera à identifier ces zones plutôt que d'avoir à balayer l'ensemble de vos jeux de données. Dans notre estimation de la précision, nous avons la possibilité de classer en 3D, donc X, Y et Z, en utilisant nos cibles en damier, en cercle concentrique et en étoile de précision. Donc, comme je l'ai mentionné hier et je le mentionnerai à nouveau aujourd'hui, LP360 est capable de faire la différence et possède un algorithme différent pour chaque type de cible. Ainsi, par exemple, si vous avez une cible peinte, si vous avez peint un X sur le sol et que vous l'avez marqué, il ne calculera que le Z pour cela. Par opposition à si vous avez un damier, un cercle concentrique ou une étoile de précision. Tant que vous avez la licence de précision 3D, il calculera le X et le Z de cette surface. Cela peut être fait en cliquant sur le bouton AutoFind. Cela lui permettra de se remplir avec tous les calculs d'identification de vos cibles. Vous pouvez utiliser le bouton Solve pour effectuer votre correction de biais. Cela va en fait déplacer ou décaler votre nuage de points pour mieux l'ajuster à vos points de contrôle. Et cela créera un tout nouveau nuage de points pour une évaluation ultérieure. Vous pouvez aussi modifier vos paramètres, comme nous l'avons vu hier. Vous pouvez modifier le rayon de recherche utilisé pour votre méthode de surface IDW. Vous pouvez augmenter la taille de vos étoiles de précision, pas les étoiles, vos damiers ou cercles concentriques selon la taille de cible utilisée. Et vous pouvez également exporter votre rapport. Nous avons ici plusieurs liens sur la manière de configurer vos points de contrôle. Car n'oubliez pas, vous devez saisir le type en fonction de celui que vous utilisez. C'est très important. Si le type n'est pas inclus, LP360 les traitera tous comme des cibles peintes. Et il ne calculera que le Z. Même si vous avez cette licence de précision 3D, gardez donc cela à l'esprit. Vous pouvez aussi corriger le biais de votre LAS et de votre raster en utilisant le PCT de transformation affine. Par exemple, si vous aviez une orthomosaïque à décaler en X et Y avec les mêmes valeurs que pour votre LAS. Ici, quand le dialogue Solve est ouvert, vous pouvez noter le décalage X et Y qui sera appliqué. Et vous pouvez les saisir ici pour déplacer ou décaler votre raster également. Pour la couche de correction, nous recommandons, si vous avez assez de points, d'en utiliser un groupe pour décaler vos données et un second pour vérifier les résultats. Dans le premier cas, lors du déplacement, nous appellerions cela des points de contrôle. Ceux utilisés pour vérifier seraient appelés vos points de vérification. En général, il vous faudra au minimum 12 points pour pouvoir faire cela. Si vous avez moins de 12 points, vous devrez tous les utiliser les 2 fois, pour vérifier que ces résultats ont été décalés et sont précis à votre convenance. Cela nous amène à nos livrables. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses différentes peuvent être exportées depuis LP360. Cela inclut les courbes de niveau, les MNT, peut-être un jeu de données sol allégé pour un fichier LAS plus petit, une ortho, le rapport de contrôle et bien plus. L'un des plus courants sera notre MNT, aussi appelé modèle numérique de terrain. Avec le filtre Input Points, vous pouvez spécifier exactement quel point vous voulez exporter et utiliser pour ce MNT. Par exemple, si vous utilisez un jeu de données classé au sol, vous pouvez utiliser votre sol comme seule entrée. Si vous aviez des bâtiments, vous pourriez aussi les inclure et bien plus encore.
Maintenant, quand vous changez votre méthode de surface ici, il y a plusieurs options. Vous verrez en fait que les attributs sélectionnables vont changer. Donc, si vous cherchez des infos sur les différents exécutables dans notre assistant d'exportation, allez sur la base de connaissances LP360, vous y trouverez toutes les options. Mais ce sont les plus courantes pour nos modèles numériques d'élévation. Vous avez aussi la possibilité d'imposer des lignes de rupture. Pour ceux qui travaillent avec des tracés linéaires, vous pouvez les imposer sur vos MNE et vos contours lors de l'exportation via l'assistant. Nous avons maintenant deux outils ortho différents dont je vais parler ici. Le premier est l'outil de cartographie ortho Agisoft. Cet outil fonctionne comme une version sans interface du logiciel Agisoft Metashape. C'est donc essentiellement un plugin pour LP360 qui tourne en arrière-plan. Vous pouvez l'exécuter via le cloud ou localement, mais cela nécessite une licence distincte car c'est un plugin d'un autre logiciel. Pour la licence LP360, il vous faut le type de licence Add-on Photo avec Agisoft, aussi appelé photogrammétrie avec Agisoft. Si vous voulez l'exécuter localement, vous aurez aussi besoin d'une clé Metashape. Si vous passez par le cloud, vous n'avez pas besoin de cette clé pour activer cette fonction. Cela se fera directement via le cloud. Le passage par le cloud nécessite aussi des points plutôt que cette clé Metashape. Tout dépend donc de vos besoins spécifiques. Cet outil aide à améliorer l'efficacité et la précision de votre ortho en utilisant un MNE dérivé de votre LIDAR. Si vous ne fournissez pas de MNE, il en générera un pour vous. Mais nous recommandons de classer votre sol et les toits de vos bâtiments pour générer votre propre MNE en entrée. Ainsi, il ne tentera pas de superposer les photos sur des arbres, ce qui peut créer un effet de tourbillon. Si vous pouvez lui donner un MNE très propre, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Certains utilisateurs de CAO peuvent rencontrer un problème avec le format appelé Big TIFF. S'ils travaillent moins sur un très gros jeu de données, nous avons un flux de travail dédié pour l'intégrer ensuite dans votre logiciel CAO. Gardez à l'esprit que la photogrammétrie est une tâche intense en termes de calcul. Ne lancez pas ça sur des ultrabooks ou des tablettes, sinon votre machine plantera. D'accord, il vous faut un ordinateur robuste pour le traitement. Maintenant, la deuxième option pour l'orthocartographie. En fait, vous pouvez mettre l'enregistrement en pause un instant, car je vais activer ceci pour pouvoir en parler, parce qu'il semble que c'était désactivé. D'accord. Donc, notre deuxième option pour l'orthocartographie sera l'outil d'orthocartographie standard. Ceci est inclus avec la licence photo et le Cloud Photo 3000, ainsi qu'une ancienne version appelée Full Photo. Bien, cela activera cet outil. Celui-ci produit une ortho rapide ou une carte RGB, comme nous l'appelons, car il va en fait utiliser la colorisation de vos points pour générer cette ortho. Elle ne sera donc pas d'aussi bonne qualité que notre outil Ortho Agisoft. Gardez donc cela à l'esprit lorsque vous choisirez l'ortho à utiliser pour votre traitement. Le prochain livrable dont nous allons discuter sera les courbes de niveau. Encore une fois, cela peut être exporté via l'assistant d'exportation et vous avez toujours l'option d'imposer des lignes de rupture sur ce résultat si vous le souhaitez. Pour nos courbes de niveau, vous avez plusieurs formats de génération possibles, différents types de fichiers. Il peut s'agir de fichiers de type shapefile, DGN ou DXF. Vous pouvez aussi spécifier l'intervalle des courbes si vous voulez un lissage et d'autres réglages comme l'activation de vos annotations si cela vous intéresse. L'amincissement du sol est très utile lors de la génération de vos courbes de niveau ou d'autres objets car cela va affiner votre jeu de données en classant la médiane statistique d'une grille superposée à vos données. Par exemple, avec une taille de cellule de 5 mètres, dans chaque cellule de 5 mètres par 5, il classera la médiane statistique, soit un point dans cette cellule, et nous l'utiliserons plus tard pour soit l'exécution d'une autre tâche, soit pour exporter vos données. C'est un autre type de tâche de classification par statistique. Et encore une fois, c'est très utile si vous essayez de gérer la taille de vos fichiers pour partager les données ou autres.
Alors, c'est totalement optionnel, mais cela peut être très utile pour offrir aux utilisateurs plus de flexibilité avec leur stockage. Nous avons la possibilité de générer un land XML dans LP360. Et dans notre dernière version, vous pouvez aussi imposer des lignes de rupture sur cet exécutable. Nous proposons désormais plusieurs flux de travail avancés dans LP360. Les 3 listés ici sont les plus courants, à savoir l'extraction de lignes électriques et l'exercice d'empiètement de la végétation. Nous avons une option d'extraction de rails et un article sur les lignes de rupture qui vous donnera un flux de travail généralisé pour générer les vôtres. Mais il y a aussi une série en 5 parties qui va approfondir l'historique et le contexte des lignes de rupture, leur origine et leur utilisation. Donc, si vous aimez les explications plus techniques, je vous recommande vivement cette série en 5 parties. Elle est très complète sur ce sujet. Passons maintenant à nos fonctionnalités cloud, car nous en proposons plusieurs via le Cloud LP 360. La première dont nous allons parler est simplement la possibilité de charger et télécharger des données. Cela nécessite votre licence de collaborateur cloud si vous voulez stocker des données à long terme, mais c'est très convivial. Cela vous permet de charger des jeux de données, soit depuis un projet ouvert, comme vous pouvez le voir ici. C'est l'option que j'ai choisie. Ou bien vous pouvez charger des fichiers depuis votre explorateur Windows. En plus de les charger directement, vous pouvez créer un nouveau dossier cloud en même temps que votre import. Donc, si vous travaillez sur un tout nouveau projet et que vous voulez que tout soit bien organisé dans votre cloud, vous pouvez créer un dossier pour ce projet et même renommer la couche cloud lors du chargement. Ainsi, vous pouvez adopter une nomenclature stricte ou ce qui convient le mieux à vos besoins. Et pour télécharger depuis le cloud, encore une fois, c'est tout à fait possible dans LP360. Vous pouvez sélectionner ces différents dossiers, y compris celui des données d'échantillons. Si quelqu'un souhaite télécharger certains de nos jeux de données d'échantillons, nous en avons pour divers capteurs. Nous en avons justement pour diverses sortes d'exercices de notre conférence utilisateur d'octobre 2025, et bien d'autres choses que vous pouvez télécharger et tester. De plus, vous avez la possibilité de diffuser toutes les données qui ont été chargées sur le cloud. Cela vous offre 2 options différentes pour cette fonctionnalité. Vous pouvez soit les voir dans un navigateur sur le Cloud LP360 à l'adresse cloud.lp360.com, soit obtenir un lien de diffusion. Ainsi, pour diffuser vos données, vous pouvez cliquer sur « Obtenir le lien de diffusion ». Cela vous donnera une URL unique. Et vous pouvez la coller dans la boîte de dialogue d'ajout de données de LP360 pour les options Cloud LAS et cela diffusera les données dans votre projet. Cela ne nécessite qu'une licence de niveau Explorer et pour chaque achat d'une licence drone LP360, vous en recevez 5. Vous pourriez donc l'utiliser pour partager des données avec des clients ou des collègues. Et ils n'interrompront pas votre traitement par la suite. Ils n'auraient pas besoin de cette licence plus robuste. Nous offrons aussi un classificateur de sol par IA si vous ne voulez pas passer par toutes les options PCT. C'est un moyen très convivial de classifier vos données. Il permet aussi de classifier les valeurs aberrantes et de lisser en même temps sans outils séparés. Vous pouvez donc les activer et tout soumettre en même temps. Maintenant, cela nécessite quelques prérequis pour cela. J'en parlerai à la page suivante, mais pour obtenir plus d'informations sur cette tâche, sachez que nous y avons dédié une page entière. Vous trouverez également plusieurs tutoriels vidéo très utiles sur ce sujet. Alors, les exigences pour cette tâche sont d'avoir l'extension de licence Auto AI Ground Classification. Elle doit être assignée à votre utilisateur dans le portail LP360 car c'est une licence cloud. Nos licences cloud ne sont pas liées qu'à l'organisation, comme la licence drone, c'est lié aux utilisateurs. Assignez-la à votre email, connectez-vous à LP360 en ligne via le bureau et accédez-y ainsi. De plus, vous devez vous assurer d'être connecté sur votre bureau. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas accès à la licence et vous ne pourrez pas soumettre, parce qu'il ne pourra pas atteindre le cloud. Et puis vos données doivent aussi avoir une structure spécifique. Vos données LAS doivent être en grille orthogonale de tuiles, chaque fichier faisant entre 250 mégaoctets et 3 gigaoctets. Et elles ne doivent présenter aucun chevauchement. Il faut donc que ce soit des fichiers individuels.
S'il y a un chevauchement étrange de vos tuiles, vous pourriez avoir des difficultés de traitement. L'importance de cette taille est qu'elle rend les données plus digestes pour l'algorithme. Si vos fichiers sortent de ces paramètres, s'ils font moins de 250 mégaoctets, la classification sera médiocre, car il n'y a pas assez de points pour identifier ce qui se passe. Et au-delà de 3 gigaoctets, l'algorithme sature et a plus de mal à classifier. Dans LP360, vous pouvez aussi nous envoyer vos données via l'outil de téléchargement au support. Si vous avez des soucis de données ou de projets et que vous devez nous fournir des fichiers journaux, utilisez cet outil. Connectez-vous au Cloud LP360 sur votre bureau pour nous soumettre les fichiers à examiner. De plus, si vous souhaitez accélérer, pour accélérer vos besoins d'assistance, nous avons 2 bases de connaissances différentes avec des infos complètes sur nos produits. Donc pour le matériel, allez sur support.goq.com. Pour le logiciel, allez sur support.lp360.com. Cela inclut des options de dépannage pour nos messages d'erreur les plus courants. Vous pouvez donc chercher l'erreur et obtenir des infos, mais ça contient aussi toute notre documentation de flux de travail sur support.lp360. Les 3. En plus de l'envoi au support, vous pouvez aussi nous demander une nouvelle fonctionnalité à tout moment via le bouton « Demander une fonctionnalité ». Cette demande de fonctionnalité ira directement à notre équipe de développement pour être intégrée au logiciel. Alors, si vous voulez voir quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, envoyez-nous une demande. Nous serons ravis de vous satisfaire au mieux de nos capacités. Et plus une demande revient souvent, plus elle devient prioritaire et plus vite elle sera intégrée dans LP 360. Enfin, nous avons plusieurs options de formation différentes. Évidemment, pour ceux qui ont suivi notre formation en personne, nous la proposons chaque mois sous forme d'atelier. Nous proposons également une version webinaire de celle-ci. Si vous avez du mal à vous former ou à voyager, n'hésitez pas à vous inscrire à nos webinaires. Les webinaires sont enregistrés. On vous fournit l'enregistrement après, ainsi que les PDF de nos PowerPoint qui sont aussi abordés dans la formation d'aujourd'hui. La différence entre le présentiel et le webinaire, c'est que le webinaire est un peu plus rapide et direct sur le flux de travail, alors que le présentiel est un peu plus pratique et vous offre une expérience plus personnalisée. Tout dépend donc de ce qui vous convient le mieux. En plus de ces options, nous avons aussi des formations payantes disponibles. Ça peut être une formation sur site si vous devez, par exemple, former un grand groupe ou quelque chose comme ça. Peut-être aviez-vous du matériel sur lequel vous aviez besoin de formation. Vous pouvez acheter du temps avec l'un de nos techniciens pour cela. Et nous avons aussi une option de formation en ligne individuelle. Si vous avez un flux de travail personnalisé à comprendre ou autre, vous devriez choisir la formation en ligne individuelle. Et vous recevrez également un enregistrement de celle-ci. Et vous pouvez fournir vos propres jeux de données pour cette exécution. Comme ça, on peut vraiment vous donner une expérience pratique avec vos propres données. Et sur ce, cela conclut notre présentation PowerPoint pour aujourd'hui.